Vas-y, on va commencer parce qu'on a... Ok, donc bon, tout d'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui pour qu'on vous parle de comment foirer son projet en tant que UI designer. Donc, avant de commencer, je vais juste préciser les termes, puisqu'on peut entendre plusieurs choses par foirer son projet. On peut entendre évidemment une mauvaise interface, une mauvaise UX, mais il faut bien comprendre que le projet ne s'arrête pas à ça, qu'une mauvaise interface, ça va avoir des influences sur l'UX. Si l'UX est mauvaise, il va falloir faire des modifications, ça va pas marcher, etc. Du coup, ça va avoir un impact sur le planning, qui lui-même va avoir un impact sur le budget. C'est moi qui vais en parler du planning, budget, etc. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on est deux, on va se présenter juste après. Mais voilà, l'idée c'est de dire comment on foire, pas juste en faisant un truc qui est pas joli ou un truc qui est pas utilisable. Non, c'est si on fait un truc hyper joli, hyper utilisable, mais que ça a coûté 3 fois trop cher ou que ça a pris 10 fois trop de temps, ça s'appelle foirer son projet en fait. Voilà, c'est ce qu'on entend par foirer son projet. Maintenant que ça c'est dit, on va se présenter rapidement. Moi, c'est Dorian Delorme, je suis UX designer au Bear Studio. Et Rudy, moi je suis un imposteur, je suis pas du tout designer. J'étais développeur il y a longtemps et maintenant je gère surtout ma boîte. Mais par contre, j'ai pas mal d'expérience dans gérer des projets de design et de développement. Donc on vient en duo justement pour partager un peu tout ça. Moi aussi, à côté, j'essaie d'apprendre le développement front-end. Donc je vais pouvoir parler un petit peu de code. Je vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais je vais pouvoir donner quelques éléments de réflexion. Hop, bon bah écoutez, on va commencer avec la première partie, comment ne pas choisir le mauvais logiciel de design. Ou comment choisir le mauvais logiciel si on veut bien foirer. C'est ça. Donc si vous voulez bien foirer, vous pouvez commencer par choisir Photoshop. Donc étonnamment, Photoshop ça a été populaire pendant un moment dans le design d'interface. Donc Photoshop c'est génial puisqu'il n'y a pas de système de composants, donc au moindre changement sur les écrans c'est compliqué. Il n'y a pas de style de texte ou de couleur, donc pareil, il faut tout rentrer à la main et tout configurer à la main à chaque fois. Des outils pour le positionnement, on a le magnétisme, mais globalement ça reste du à la main et au pixel près, donc c'est parfait, ça prend trop de temps. C'est des fichiers locaux qui sont plutôt lourds et c'est du local first, même si ça tend à changer en ce moment avec Adobe qui essaie de pousser. Et surtout, il n'y a pas de versionning, du coup on se retrouve avec des super noms de fichiers du style. Maintenant, si vous voulez pas foirer votre projet et qu'on parle un peu sérieusement, on va pouvoir parler des logiciels qui sont un peu populaires en ce moment. Pour information, on a fait ce tableau fin 2022, donc on l'a fait avec notre connaissance à nous. Évidemment, il y a plein d'autres logiciels sur le marché. Nous, c'est ceux qu'on a utilisés et qu'on sait être utilisés. On a fait une comparaison rapide. L'idée, c'est pas d'être exhaustif, c'est vraiment d'avoir des éléments de réponse et de choix pour comparer les logiciels entre eux. Et surtout, voilà, de choisir les bons critères, en fait. Parce qu'en fait, comme dans le développement, pour s'il y a des développeurs dans la salle, il faut choisir le bon framework ou la bonne technologie lorsqu'on lance un projet. Et bien en fait c'est pareil, dans un projet de design, posez-vous la question du logiciel en fait. Pour la petite histoire, nous au Bear Studio, on a commencé par Adobe XD je crois, parce qu'il y a 5-6 ans. On est passé par Sketch à un moment donné et là on est sur Figma. Et c'est pour ça qu'on a mis l'année, c'est que en fait, ce tableau-là, il est valable sur une période, mais les logiciels entre eux se tirent les uns et les autres vers le haut en ce moment. Il y a le rachat de Figma, il y a le rachat de Figma par Adobe où on ne sait pas par exemple où est-ce que ça va donner. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est ne restez pas cantonné en fait en se disant voilà j'ai toujours fait comme ça. C'est pour ça qu'on parlait de Photoshop parce qu'il y a des designers qui ont bossé avec Photoshop depuis 15-20 ans et qui du coup continuent à utiliser ça. Donc voilà, faut se poser les bonnes questions, faut se poser des critères. Là c'est les critères qui sont valables aujourd'hui. On a un peu d'expérience, donc on les estime pertinents, mais ça ne veut pas dire que ces critères-là seront valables dans 6 mois, 1 an. Donc il faut à chaque fois, quand vous voulez choisir un logiciel, posez-vous la question des critères, et est-ce que le logiciel en question répond aux critères. Donc je vais laisser Dorian expliquer rapidement. C'est ça. Donc par exemple, on peut commencer par le premier argument de comparaison, le système de composants. Je sais pas à peu près la proportion de designers ou de développeurs dans la salle. Si vous êtes développeur, si vous pouvez lever la main, que je vois à peu près. Ok, donc majoritairement les développeurs. Donc vous connaissez peut-être déjà. Pour les designers, pareil, ça devient assez populaire dans le design d'interface. En gros, j'explique rapidement parce qu'on le verra par la suite. Plus en détail, mais le système de composants, ça permet de définir un composant principal, un composant parent, dont ensuite on va pouvoir faire des instances. Et si on modifie le composant parent, toutes les instances vont être modifiées. Donc admettons vous faites un bouton, il a les bords ronds, vous faites plein de copies de ce bouton, vous le mettez sur tous vos écrans. Si vous voulez que les bords soient plutôt des bords angulaires, vous avez qu'à changer le composant principal, ça va changer sur tous les écrans. On va voir les avantages plus tard, mais ça reste quelque chose d'important dans le design d'interface. Comme je l'ai dit, il y a l'exemple des boutons, mais il y a plein d'autres exemples. Aujourd'hui les 3 le font. C'est ça, aujourd'hui les 3 le font, plus ou moins bien en fonction.
Mais voilà, déjà ça c'est un élément de comparaison. Normalement aujourd'hui tout le monde sait que c'est Figma le meilleur. Je pense que ça c'est à peu près admis, mais ça veut pas dire que ça va le rester en fait. C'est ça. Aussi on peut parler des systèmes de positionnement. Quand je dis système de positionnement, c'est tout ce qui va permettre de placer nos éléments les uns par rapport aux autres. Donc sur Adobe XD on a le système de grille qui permet de faire des grilles d'éléments. C'est pratique mais malheureusement ça répond pas à tous les besoins. Après encore une fois je base ça sur ma connaissance d'XD à l'époque. Depuis je suis passé à Figma, j'ai pas trop suivi donc peut-être que c'est en train de changer. Dans tous les cas à mon époque voilà qui est pas si lointaine que ça. Sketch c'est pareil, mais surtout ce qui est intéressant c'est Figma qui a un système qu'on appelle l'auto-layout. Du coup pour les développeurs, si vous connaissez Flexbox en CSS, c'est le même principe, donc c'est super facile à utiliser. Si j'ai le temps je vous montrerai rapidement, sinon sachez que ça fonctionne comme Flexbox. Aussi ce qu'il faut noter c'est que Adobe Sketch c'est pas du cloud first. Encore une fois Adobe essaye de pousser un peu son système de cloud, donc ça tend à changer. Mais en tout cas, c'est toujours pas parfait. Sur Figma, c'est de base Cloud First. En plus, il n'y a pas besoin de télécharger le logiciel. C'est accessible depuis le navigateur. Il y a surtout un système de versionning. On peut créer des branches, on peut créer des saves, des versions. Tout ça dans le cloud. Donc voilà, comme je l'ai expliqué en plus, il n'y a pas besoin de télécharger le logiciel. On peut y accéder depuis un navigateur. Et enfin, Sketch et Figma, surtout, notamment ces deux-là, ont été pensés pour la collaboration en ligne. J'ai cru voir que Adobe essaie de pousser ça aussi. Mais il faut reconnaître que quand même Sketch et Figma, en tout cas, ils ont su s'imposer, notamment grâce à cet argument-là, la collaboration en ligne qui est quand même relativement simple et efficace. Moi je vous rappelle que je suis pas designer, j'ai jamais utilisé un D3 et que je vous affirme que c'est Figma le meilleur, donc je vous invite à vérifier par vous-même. Hein. Après, avec le rachat, tout ça, mais bon, après, c'est pas, mais... je suis designer et je mesure par le fait qu'ils se mettent à gueuler sur un logiciel plus ou moins fort, et sur Figma, ils ont l'air relativement contents, le bruit est quand même relativement faible. Voilà, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir parler des inconsistances et comment ne pas ajouter d'inconsistances. Ou en ajouter si vous voulez foirer le projet. Voilà, c'est ça. Rapidement, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce fameux système de composants. Donc voilà à quoi ça ressemble globalement. En haut à gauche, vous avez un screenshot de notre Figma, notamment d'un fichier qu'on a rendu public qui s'appelle StartUI, qui est un starter de projet, donc c'est assez pratique pour créer des projets. Utilisez-le si vous voulez. Voilà, c'est ça. Et du coup, on peut voir que voilà, j'ai défini tous mes composants avec mes variants, donc j'ai le principal, le secondaire, les tailles, les styles, etc., qui sont définis. Et ça, c'est mes instances principales. Aussi, vous avez un screenshot de ce que ça pourrait donner côté code. Et enfin, en bas, vous avez un screenshot de comment dire, Style Guide, Storybook, pardon. Storybook, Rudy, je pense que tu peux en parler, mais ça permet globalement de faire le pont entre développeur et designer. Il y a des gens qui connaissent pas Storybook. Okay. Je suis pas forcément le mieux placé pour en parler, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas développé, mais l'idée voilà, c'est une bibliothèque de vos composants en fait, que vous mettez à l'intérieur du projet, et sur lequel il y a à la fois la documentation, la manière d'utiliser les composants, et le code pour utiliser ces composants-là. Normalement on est censé faire une démo, mais comme en fait la dernière fois qu'on a fait cette conf, elle a duré 1h30. Voilà, on est obligé de timeboxer un peu plus. Donc, mais au moins vous comprenez déjà le concept principal, à quel point ça pourrait être pratique, et surtout que c'est un concept qui existe en code et en design maintenant. Enfin, les développeurs là, on parle, moi quand il fait la conf à chaque fois j'oublie qu'il est pas en train de parler de développeur, qu'il est en train de parler de designer. C'est que vraiment en fait c'est le même système qu'on retrouve chez les développeurs en fait, donc il y a quand même une similitude dans la manière de travailler, et vous allez voir que c'est un truc qui va revenir sur pas mal de sujets. C'est ça, et je préfère préciser, là on a pris l'exemple des boutons parce qu'il est parlant, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi. Par exemple en design d'interface, quand on doit faire des tableaux avec des lignes, je sais pas, d'utilisateurs, c'est le même élément qu'on répète à chaque fois pour remplir le tableau. Si on fait pas les composants et qu'on veut à un moment donné rajouter une colonne, il faut modifier chaque ligne, c'est super long. Avec un composant, on modifie le composant principal, tous les autres sont mis à jour. Voilà. Donc il n'y a pas que pour les boutons, il y a tout qui est répétable globalement. Donc voilà, comme je le disais, c'est des éléments réutilisables, donc pas besoin de faire 50 fois la même chose. Ça existe en développement et en design. Ça permet d'éviter les inconsistances, parce que je me suis pas arrêté là-dessus, mais en design, quand le client va vouloir, je sais pas, par exemple, modifier un bouton, vous dites, bon bah je vais modifier sur tel écran, on voit, etc. Si vous n'utilisez pas les composants, ça peut arriver que si vous avez une app avec, je sais pas, 150 écrans, vous pouvez vite oublier. Et si vous oubliez de faire ces changements, en prototype ou même en développement, d'un écran à l'autre, le design peut changer.
Là, c'est pas forcément spécialement marquant pour des boutons, mais ça peut être pour des couleurs ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Et dans le process de travail, en fait, de la même manière que plusieurs développeurs peuvent intervenir sur le même projet, de plus en plus, plusieurs designers peuvent intervenir sur le même projet parce qu'en fait, c'est un produit qui évolue sur des années, où il y a plusieurs parties, etc. Donc, avoir un système de composants partagés, ça permet justement d'éviter les inconsistances, en fait. Voilà. Donc, c'est plus rapide et plus facile à gérer. Voilà. On va un peu vite, mais... ouais, on est désolé, hein, c'est parce qu'on doit dérouler. Il y a beaucoup de choses à dire, et l'avantage c'est que là je vais pouvoir aller assez rapidement. Je sais pas si du coup vous connaissez les styles de couleurs, si vous êtes développeur, peut-être, je ne sais pas. En gros, c'est le même principe que les composants, c'est-à-dire qu'on définit une couleur qu'on va réutiliser sur nos éléments, et de la même manière, si on change ce composant couleur, ça va le mettre à jour sur tous les éléments qu'il utilise. Mêmes avantages que les composants. Donc je vous montre rapidement le projet d'un jeune designer qui vient de commencer. Bon, évidemment c'est un cas extrême, mais c'est juste pour qu'on puisse discuter rapidement. On voit bien au niveau des couleurs, si on se concentre juste sur les couleurs pour le moment, qu'il y a des problèmes. Là par exemple le rouge n'est pas du tout le même ici que ici. Pareil sur les autres pages, après là on a du vert avec encore un autre rouge. Le problème de ça, c'est que déjà, bon, on voit qu'il n'y a pas de système de couleurs qui est utilisé, et du coup les couleurs sont pas du tout consistantes. Maintenant, si on veut ne pas foirer son projet, définissez les systèmes de couleurs. Donc là, au lieu de faire une couleur où on doit remplir le code hexadécimal sur chaque élément, on définit un style de couleur. Généralement, ça va être une palette, on verra plus tard. Et du coup, si on veut modifier ces couleurs par la suite, on a eu le cas d'un client qui a voulu passer toute son app de bleu à rouge. Bon, c'était une connerie, mais... Oui, on en parlera plus tard. Mais au-delà de ça, on n'a pas été modifié chaque élément sur chaque écran. Vous imaginez bien que sur une app, là ça va, c'était une petite app, mais sur 150 écrans, si on n'avait pas ça, ce serait un enfer. Donc là, on a juste modifié les styles de couleurs, tout a été mis à jour. Au niveau des styles de texte, c'est la même chose. Si je reprends le super projet du designer débutant, on voit bien qu'il y a plusieurs problèmes au niveau des styles de texte. C'est jamais la même taille, c'est jamais la même graisse, c'est même jamais la même police. Donc on voit bien ici le problème. Encore une fois, c'est un cas extrême, mais imaginez des petits changements comme les clients aiment bien, vous savez, essayer des choses, changer la police, etc. et qu'on oublie de les mettre à jour sur tous les écrans. D'un écran à un autre, on peut passer d'un style à un autre. Là c'est caricatural, mais vous avez tous vu des projets tout aussi dégueulasses répartis sur plusieurs écrans et sur plusieurs années. Hein, c'est ça. Donc maintenant, si vous voulez pas foirer votre projet, l'avantage c'est que c'est exactement le même principe. On va pas rentrer à la main toutes les données pour notre style de texte. On va juste le définir une fois et à chaque fois on va le réutiliser. De la même manière, si on a une modification à faire, ça le met à jour partout. Et je rappelle que là on s'adresse à des designers parce que ça existe en développement et normalement les développeurs sont au courant de ça. Enfin, pour la plupart, parce qu'il y en a je pense qui sont pas au courant. Enfin, on a tous déjà vu le code hexadécimal rentrer dans 40 écrans, etc. etc. Donc voilà, encore une fois, vous voyez, c'est les mêmes méthodes de travail en fait entre développeurs et designers, et on va dire que c'est un peu nouveau c'est plus nouveau pour les designers que ça l'est pour les développeurs, mais c'est encore une fois, ça dépend du designer et ça dépend des développeurs. Mais en règle générale, les développeurs sont quand même maintenant plus ou moins au fait de ça. Est-ce qu'ils les respectent, ça c'est encore autre chose. Mais les designers vont aussi sur cette partie-là. Pour les développeurs front, ceux qui pourraient connaître Tailwind CSS, les styles de texte au niveau des tailles de XS, MD, etc., normalement ils sont définis de base, donc voilà. On voit bien que c'est un concept qui existe déjà. Et qui est plutôt pratique. On a rajouté à chaque fin des petites slides impact, je vais juste préciser... Totalement subjectif. C'est ça, c'est totalement subjectif, on n'a pas fait d'études spécifiques là-dessus, c'est juste pour développer notre avis là-dessus. Et surtout pour étayer sur le fait que, comme on disait, si vous faites des mauvais choix, vous avez des problèmes, vous n'utilisez pas les composants ou les color styles ou autres, ça va avoir un impact alors sur le UX ou sur les plannings et ou sur les budgets. Et à chaque fois on a essayé un peu de quantifier, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur, on s'en fout un peu des valeurs. Enfin, nous c'est nos valeurs à nous, mais si vous me dites non c'est pas ça, ça a plus d'impact, je vais vous dire on s'en fout. L'idée c'est juste que quand vous faites des choix, ça a des conséquences en fait. Et là, je pense que c'est assez évident pour tout le monde, parce que je pense que tout le monde a à peu près d'expérience sur les composants, où on entend parler depuis des années. Le choix des composants est hyper impactant en fait. Si vous ne faites pas de composants, ça va avoir des impacts sur les plannings, sur les budgets et sur l'interface. Bon, sauf si vous avez une seule page, là forcément il n'y a pas besoin de composants. À partir du moment où on se lance dans un projet vraiment qui va s'écouler sur des semaines, voire des mois de développement, et des semaines de design,
faire ça a des conséquences. Et en gros, si vous voulez pas foirer, si vous voulez pour consacrer votre temps à autre chose que de refaire 45 fois la même chose, bah faites ces choix-là en fait. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Rudy, et encore même quand il n'y a qu'une seule page, admettons une landing page, on répète souvent les mêmes éléments, les mêmes textes, les mêmes couleurs, etc. Devoir tout changer à la main au moindre changement, même sur une seule page, c'est lourd en fait. Et bien sûr que si vous l'oubliez si vous oubliez le text style, c'est moins important, c'est moins grave que de ne pas utiliser de composants. On va passer à notre seconde partie, troisième partie. Un autre moyen de foirer son projet aussi. C'est ça. Qui a parlé des design patterns. Donc là, surtout ne pas suivre les design patterns, qu'est-ce que ça implique? Là, donc je vais vous le montrer en live, ce sera un peu plus parlant. Encore une fois, sur le superbe projet du designer débutant qui s'est dit, tiens, j'ai un besoin, faire un menu burger, je veux pas faire comme tout le monde, je veux pas le mettre en haut à droite ou en haut à gauche, je vais le mettre en bas à droite et je vais mettre une icône de fusée parce que c'est mon branding, c'est super joli les fusées, j'adore ça. Et du coup, quand je clique sur l'icône, ça m'ouvre un menu à gauche, c'est super. Bon, encore une fois, c'est un exemple extrême. L'idée, c'est de développer pourquoi ce genre de choix, c'est pas forcément une bonne idée. Ok, on peut pas avoir envie d'être disruptif, de pas faire comme tout le monde, etc. Il peut y avoir un intérêt, notamment design graphique, ce genre de choses. En revanche, il faut bien penser que ce choix-là, il a un impact. Le menu burger en haut à droite ou en haut à gauche, c'est une habitude que les utilisateurs ont. Qu'on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est ça. C'est un apprentissage externe qui a été réalisé, maintenant c'est globalement une norme. Du coup, briser ce truc-là, ça peut se valoir sur certains cas, pareil, si on veut faire une expérience web particulière, pourquoi pas. En revanche, il faut bien comprendre que du coup, l'utilisateur, quand il va chercher le menu, son premier réflexe, ça va être d'aller soit en haut pour voir une nav avec des liens, soit en haut à gauche ou en haut à droite pour voir un menu burger. Du coup, ce choix-là, il n'est pas mauvais par essence, enfin, il y a plusieurs problèmes, il n'est pas mauvais par essence, il faut juste comprendre que ça implique un nouvel apprentissage, un apprentissage interne à l'application. Du coup, évidemment, l'utilisateur va prendre un peu plus de temps à comprendre comment votre application fonctionne. Et l'idée, c'est vraiment de se dire à chaque fois qu'on fait un choix, ok, quelles sont les conséquences de ce choix-là? Et aussi, si vous avez une problématique, parce qu'on parle des design patterns, les design patterns, ils sont là pour répondre à des problématiques que globalement d'autres personnes ont déjà eues et se sont déjà cassé la tête à essayer d'y répondre. Donc en gros, quand vous avez une problématique, posez-vous la question, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont fait chier à essayer de trouver des solutions et allez voir s'il n'y a pas des espèces de conventions. Alors il a dit le mot norme, mais c'est pour ça qu'on appelle ça des patterns, parce que ce ne sont pas des normes. Mais voilà, il y a des choses qui existent et casser les patterns existants sans forcément de bonnes raisons, c'est une mauvaise idée, c'est un bon moyen de foirer son projet en fait. C'est ça. Et encore une fois, on parle de designer, c'est le même principe en développement. Il y a des design patterns qui sont là pour répondre à des problèmes qui ont déjà été résolus, et c'est un peu le même principe que le développeur qui veut pas utiliser de framework, qui veut tout faire à la main parce que il a envie de faire les choses différemment, mais du coup il va passer un temps fou, et en n'utilisant pas de design pattern, vous allez passer un temps fou à réinventer la roue finalement. Et ça dépend de la criticité de votre projet, mais là, sur une app web, quel est l'intérêt de passer énormément de temps à essayer de penser à un menu différent du menu burger? Si c'est pas ça votre job, faites autre chose quoi. Voilà, donc on en a parlé de comment faire ça sérieusement. Maintenant au niveau des impacts, donc pareil, toujours la même chose. Au niveau des impacts UX, on l'a vu, si ces conventions existent et ont été choisies au fur et à mesure du temps, qu'il y a eu un apprentissage externe, casser ça va forcément créer un nouvel apprentissage, et dans certains cas, dans la plupart des cas, surtout par exemple dans le cas d'une web app professionnelle, etc., on n'a pas forcément envie que l'utilisateur prenne du temps à réapprendre tous les patterns. Donc ça peut forcément avoir un gros impact sur l'UX. Vous avez peut-être envie, mais je vous assure que les managers ou les gens qui payent ou whatever, eux ils n'ont pas envie en fait. C'est ça. Et du coup, s'il y a un problème niveau UX, par exemple dans le cas d'une web app et qu'on voit que les utilisateurs ne comprennent pas, par la suite il faudra faire des changements. Pareil, impact sur le planning et sur le budget. Maintenant, on va parler un peu d'interface mobile. On a beaucoup de choses à dire sur le sujet. On va dire des évidences. Hein. Ouais, mais c'est important. 80% des utilisateurs sont sur mobile. On va faire du desktop first. Alors tout ça, vous rigolez tous, hein, mais ça arrive encore. Hein. J'ai rien eu l'année dernière 3 clients avec des excuses complètement pétées, du genre l'agence qui dit ah non mais on sait qu'il faut faire du mobile first, mais le client il n'arrive pas à se projeter, du coup on a fait du desktop first. Non, en fait c'est l'avantage sur ce truc là, c'est que tout le monde est au courant.
En fait, c'est un peu comme fumer. Tout le monde sait que c'est pas bon pour la santé, mais c'est pas pour autant qu'il y a personne qui fume. Et en fait, c'est le même truc. C'est que là, on a passé l'étape, tout le monde sait que faut le respecter. Mais par contre, c'est pas respecté. Donc c'est pour ça qu'on vient renfoncer une évidence. Hein. Mais si vous voulez foirer, bah ouais, faites du desktop first et vous verrez, ça aura des conséquences. Parce que oui, j'ai eu l'excuse aussi du designer, parce qu'en fait on montre des maquettes et on dit mais il n'y a pas la version mobile. Et là, la personne demande au designer, la réponse du designer, non mais ça c'est les développeurs qui vont gérer ça. Alors oui, effectivement, les développeurs vont faire du responsive et c'est pas forcément c'est pas une solution extrême en fait, c'est juste que le développeur, lui, il va pas se poser la question de est-ce que ce bloc-là, il doit être en premier ou en deuxième. Lui, il va se poser la question, mes blocs doivent être responsive, les trucs sont alignés, machin, etc. Ça ok, mais le reste, il en a rien à foutre. C'est pas au moment où et c'est pas de la faute du développeur, au moment où il est en train de développer, il n'est pas en phase de réflexion, il est en phase d'intégration, donc lui, il doit délivrer. Donc c'est pour ça que, en tant que designer, si vous voulez pas foirer votre projet, faites du mobile first vraiment en fait. C'est ça, et comme l'a dit Rudy, si on laisse un développeur gérer lui-même le responsive entièrement, comme c'est pas son métier d'être UX et de réfléchir forcément aux patterns, etc., on peut vite se retrouver avec un résultat comme ça. Donc on peut se dire super, on peut imaginer le développeur se dire bon bah mes éléments doivent rentrer sur mobile, je vais tout rétrécir, ça va rentrer, c'est génial. Évidemment, c'est pas une solution parce qu'il y a des patterns et des habitudes qui sont différentes sur mobile que sur desktop. Puis il y a évidemment des problèmes de lisibilité, etc. Celui-là arrive quand même de moins en moins, mais par contre, ce qui va arriver, c'est que on va quand même pas se poser, on va tout rétrécir, on va pas se poser la question que par exemple un graphique complètement énorme pour voir des dashboards financiers, etc. Bah, sur mobile, ça fait aucun sens en fait, et qu'on pourrait l'avoir différemment, par exemple. Voilà. Donc tout ça pour enfoncer le clou et dire que oui, le mobile first c'est important, c'est une règle et il faut la respecter et essayer de pas se trouver d'excuses pour pas le faire. Il n'y a pas d'excuses en fait. Parce que ça aura forcément des impacts en fait. En fait, il y a quelques fois où on va te dire ouais mais alors c'est une application, c'est un back-office et qui est accessible qu'à certains utilisateurs, machin, etc. Et du coup eux ils n'ont pas besoin. Ouais mais il y aura toujours une urgence où tu vas chercher ton gamin ou autre, tu dois t'absenter du bureau et finalement c'est là où ça pète et tu veux pouvoir régler sur ton téléphone, de pouvoir faire une manip sur un utilisateur parce que forcément c'est le moment où il y a un utilisateur qui a bloqué son compte ou whatever en fait. Donc après, ce qui peut être fait dans ces cas-là, c'est d'identifier les actions critiques vraiment qui elles doivent être responsives et pas forcément tout faire. Et ça ne veut pas dire que les designers doivent tout maqueter, mais identifier les écrans qui sont importants, les flows importants, et ceux-là, il faut les maqueter ou au moins donner des instructions, quoi. Ça. Bon, au niveau des impacts, on peut facilement imaginer qu'une mauvaise interface sur mobile peut avoir des impacts énormes. On le répète, mais la majeure partie des utilisateurs d'Internet sont sur mobile maintenant. Il faut y penser. Et du coup, évidemment, si l'interface mobile est mauvaise, on va s'en rendre compte, il va falloir refaire des changements, etc. etc. Et puis généralement, quand vous allez voir un développeur qui a un truc pas responsive et que je lui dis faut que ça soit responsive, et que le client se dit ouais, il y a juste le responsive à faire, ouais. Généralement ça pue. D'expérience, c'est faut tout refaire. Maintenant, on va penser un peu à nos amis développeurs, donc ça tombe bien, ils sont beaucoup dans la salle, donc ça va être intéressant. Comment éviter de rendre la vie infâme à nos amis développeurs? Ou rendez-leur la vie infâme si vous voulez foirer le projet. C'est ça. Donc si vous voulez foirer le projet, faites attention à vraiment faire des choses absolument impossibles à développer. Exemple, je suis designer graphique, je fais une landing page, je veux une animation 3D magnifique sur ma landing page, donc c'est super. Je fais quelque chose de magnifique en 3D avec des grosses animations super lourdes à charger. On la montre au client qui est très content parce qu'il connaît rien à l'informatique et il pense le client il valide, ok, on donne ça au développeur, il faut développer ça en 2 jours. 2 jours, voilà. Donc super. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Bon, évidemment, les développeurs voient le problème. En tant que designer, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle des designers. Si, bon, il y en a quelques-uns. En tant que designer, on a tendance à oublier que notre projet va être développé derrière. On ne peut pas juste faire des choses jolies et se dire bon bah c'est super, c'est magnifique. Il faut bien penser que le projet est toujours lié à un planning et un budget et que si ça prend 30 jours à être développé, ça va coûter très cher. Du coup, le client, bon, évidemment, va pas forcément être d'accord avec ça. Enfin, l'état d'esprit qu'il faut avoir à chaque fois qu'on design, c'est pas juste faire quelque chose qui est beau, qui est agréable, c'est aussi penser que derrière c'est développé. Alors on parle planning, budget, etc. Alors si jamais vous êtes dans le cas où il n'y a pas de problématique de budget, pas de problématique de planning, ce que j'ai déjà vu dans des startups, dans des boîtes, etc. En fait ça pue, c'est juste que ça va arriver après et quand ça va arriver, il sera déjà trop tard en fait. Donc en vrai, même si on vous dit on peut prendre le temps qu'il faut, on a du budget, machin, etc. Dans la vraie vie, c'est pas vrai. Donc
ne vous lancez pas dans des trucs en se disant c'est bon, c'est open bar, on peut faire ce qu'on veut. Vous le paierez à un moment donné si c'est pas pertinent sur le projet. Si vous faites une création artistique ou whatever, ou effectivement un truc qui est en lien avec l'art ou qui a besoin d'animation de ouf, oui là ça fait sens. Mais sur un projet web pour faire des dashboards par exemple, mettre des animations qui vont coûter 10% du projet, à un moment donné il y a quelqu'un qui va coincer en fait. Ça. Juste avant qu'on passe à la suite, je vais donner une petite expérience personnelle. J'étais sur un projet où il fallait gérer des niveaux d'indentation, un peu comme on a des dossiers dans les sous-dossiers. Et au départ, je me suis dit super, je vais mettre des petites icônes et à chaque fois, dans chaque cas, l'icône sera différente, ça va s'indenter à chaque fois, ça va être génial. Puis à un moment donné, je me suis rattrapé, je me suis fait ok, mais il y a quelqu'un qui va le développer derrière. Est-ce que ça vaut le coup de prendre 30 ans à développer, enfin peut-être que vous le ferez rapidement, mais peu importe, de prendre du temps à développer ça, alors que je pourrais faire en tant que designer quelque chose de visuel qui fonctionne, sans forcément gérer des cas de développement qui sont compliqués. Donc vraiment c'est cet état d'esprit là qu'il faut avoir et je l'ai eu personnellement, donc c'est pour ça que je vous le partage. Et surtout, si on parle pas de temps de budget, etc., les rapports avec vos collègues développeurs, quand vous allez leur fournir un truc qui est compliqué à intégrer et leur dire qu'il y a 2 jours pour le faire, les rapports vont généralement être tendus. Et encore une fois, si vous voulez que ça se passe bien, si vous voulez que le projet aille à terme, bah, évitez de faire ça. Voilà. Au niveau des impacts, bon, imaginons que j'ai une super animation, super. Niveau UI UX, il n'y a pas beaucoup d'impact parce que c'est joli, l'utilisateur est content. Par contre, comme on l'a dit, si ça explose le planning et donc le budget, l'intérêt est moindre. Bon, ça c'est notre partie optionnelle. On va peut-être pouvoir la passer rapidement en fonction du temps qu'il nous reste. Il nous reste 20 minutes. Ouais. Je vais passer rapidement. Fais comme tu as fait la dernière fois. Ouais. Donc en gros, c'est juste pour parler de la manière dont on va choisir nos couleurs et nos fontes. Parce qu'il faut toujours se poser la question. Et la question n'est pas seulement esthétique, est-ce que c'est joli ou pas. On va voir ça. On va commencer par les fontes parce que c'est un peu plus parlant. Donc si vous voulez foirer votre projet, prenez une fonte payante dont vous n'avez pas les droits. Qui n'est pas compatible WebFont. WebFont c'est un format de fichier qui va faire en sorte que les fontes vont être moins lourdes à charger. Donc si vous voulez foirer votre projet, ne vous en préoccupez pas, comme ça sera bien lourd à charger. Seulement un style de fonte, donc que du Regular, parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose bien évidemment. Et surtout qui n'a pas tous les symboles, donc les accents aigus, surtout que nous on est français, les accents aigus, bon ça saute. Voilà. Si vous voulez foirer votre projet, ayez cette logique là maintenant. Si vous voulez pas foirer votre projet, faites exactement l'inverse. Quand vous prenez une fonte, faites attention d'avoir les droits. Si vous faites un super branding avec une police dont vous n'avez pas les droits, derrière vous pouvez vous faire attraper et il va falloir rechanger tout le branding avec les impacts qu'on imagine. Pareil, donc j'en ai parlé, mais faire attention que les fontes qu'on choisit ont un format de fichier compatible WebFont, ce qui va permettre que du coup ça va être moins lourd à charger. Plusieurs styles, c'est pas... Normalement en tant que designer, je sais pas si les développeurs ont cette réflexion là, mais en tant que designer on le sait, on n'a pas juste besoin du regular, on va avoir besoin du bold et du medium à minima, donc regular, bold, medium, c'est vraiment le minimum syndical. Puisque même si vous n'en avez pas besoin à un instant T, rien ne dit que vous n'en aurez pas besoin dans le futur. Exactement. Et du coup, encore une fois, on a le cas en tant que français, on utilise beaucoup d'accents, etc. Si vous avez vocation à ce que votre app soit utilisée à l'international, essayez de penser aux autres langues et aux autres symboles qui peuvent être utilisés. Prenez des fontes qui, si possible, ont ces symboles-là. Maintenant, au niveau des couleurs, comme je l'ai dit, donc si vous voulez foirer votre projet, prenez beaucoup de couleurs. Là, c'est bien, j'ai du rouge, j'ai du vert, j'ai du bleu. Prenez que 2 teintes de couleurs qui sont, si possible, très proches l'une de l'autre, ce qui fait que le ratio de contraste sera mauvais. Et en plus, si vous voulez vraiment bien foirer votre projet, prenez la couleur principale de votre application qui est la même couleur que la couleur d'erreur. C'est que quand vous avez un message qui est brandé, on pense que c'est une erreur, donc c'est super, on comprend rien. Le fameux client qui nous a demandé de passer du bleu au rouge. Voilà, on a eu ce problème là. On lui a dit non, faut pas faire ça, il a dit si, on va faire ça. Bon, donc à un moment donné... On a insisté quand même, hein, mais... Oui, on a insisté autant qu'on a pu, mais bon. Maintenant, si vous voulez pas foirer votre projet, encore une fois, il faut faire exactement l'inverse. Prenez pas 15 000 couleurs. Vraiment, généralement, 2 brands, c'est largement suffisant, on a de quoi faire. Pareil, quand vous choisissez vos teintes de couleurs, il en faut plusieurs. Juste 2, ça ne suffira pas, on essaie d'avoir une large palette, parce que souvent, on va vouloir mettre des éléments en couleur au-dessus des autres, ça arrive régulièrement quand même. Si on n'a que 2 teintes, on peut être vite limité dans ces choix-là. Aussi, il y a les problématiques des teintes qui sont proches les unes des autres. Si on a plein de teintes, mais qu'elles sont toutes à peu près similaires, ça va pas nous être utile. Puisque on va avoir des problèmes de contraste. Donc oui, là dans ce contexte,
peut-être que vous voyez pas forcément le problème. Ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, il faut savoir penser aux autres, notamment les malvoyants, voilà, les personnes qui voient pas les couleurs, ce genre de choses. Déjà, il faut penser à eux et surtout, même penser à vous-même dans un autre contexte. Admettons que vous êtes dehors, vous êtes sur votre téléphone, il y a un rayon de soleil qui passe sur l'écran. Avec un contraste comme ça, c'est illisible. C'est pareil, ça, cet exemple-là, il est connu, enfin, je pense que vous l'entendez depuis des années, mais pour autant... on voit on en encore voit toujours, l'erreur. en fait. Puis encore une fois, là, on est sur un cas vraiment extrême, on le met bien, mais pensez que des fois, il y a des sous-textes, en fait, on a tous vu sur un formulaire l'explication sur un champ qu'on comprend pas, et là, comme par hasard, c'est du gris sur gris très léger, et t'es là en mode, putain, mais déjà, ton truc est pas... Je le comprends pas, donc fais-moi un truc que je peux lire, en fait. Et là, ça arrive quand même beaucoup plus souvent en fait. Et ce qui est important, c'est de se dire que l'accessibilité, c'est pas juste les malvoyants, c'est pas juste les personnes qui ont du mal à voir, c'est vraiment, ça peut toucher tout le monde en fonction des contextes. Dites-vous que vous allez vieillir aussi. Aussi. On voit bien ici que sur ce badge, le contraste n'est pas bon et du coup, ça risque d'être illisible. Et oui, donc comme Rudy l'a expliqué, essayez de choisir une couleur de brand qui est différente que de votre couleur d'erreur. On a une photo, je crois, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah, bon, bah, ça, tu fais avec. Hein. Voilà, après, on peut essayer d'argumenter avec le client. Si le client veut ça, à un moment donné, les choix sont limités. On a fait ce qu'on a pu, mais puis on arrête de travailler avec lui après. Si vous êtes libre et que vous avez la chance de débattre avec le client, soulevez-lui vraiment ces problèmes-là. Parce que sinon, on peut se retrouver avec des badges comme ça de succès. Super, il est brandé aux couleurs de mon application, mais du coup, j'ai l'impression que c'est une erreur. À la fin, une bonne palette de couleurs, ça ressemble à peu près à ça, en tout cas pour nous. Donc on a les bases, blanc, transparent, noir, la couleur de brand, des gris, parce que les gris, pareil, on en aura toujours besoin. Votre application, elle sera jamais que blanc et bleu. On aura toujours besoin de gris à un moment donné. Encore une fois, peut-être pas maintenant tout de suite, mais il faut imaginer que le projet va évoluer. Une couleur d'erreur, une couleur de warning, une couleur de success. Avec ça, normalement, on couvre à peu près la plupart des cas. Oui, les espacements. Bon, j'aime bien en parler. Vas-y, je t'en prie. Parce que celui-là, c'est un truc. Je m'adresse aussi surtout aux développeurs. Parce que ça, généralement, les designers le gèrent bien. Alors, c'est pas méchant, mais je pense que les développeurs, ça vous est déjà tous arrivé. Où vous avez assisté à cette scène du développeur qui est hyper content d'avoir bossé pendant des jours sur sa feature ou sur son app ou whatever, et qu'il montre au client, qu'il montre à quelqu'un, et la personne dit. Ah mais c'est dégueulasse, c'est pas fini, ou whatever. En fait, souvent, en tout cas pas tout le temps, mais c'est lié juste à des problèmes d'espacement, où effectivement le truc est fonctionnel, mais les trucs sont pas alignés, ça manque un peu d'espace, etc. Et on se rend pas compte de la valeur ajoutée, en fait, et de la valeur destructive, enfin, l'effet inverse, en fait, le côté un peu destructeur, de vous montrer ça à un client, le client... Il va pas forcément voir ce qu'il y a derrière, lui va voir ce que vous lui montrez, et même si tout le reste ne bug pas, marche, etc., sa première impression, ça va être putain, c'est un truc pas fini parce que les trucs sont pas alignés, parce qu'il manque deux espaces en fait. Et même si vous lui dites ouais, c'est juste deux espaces, etc., bah c'est con. Gérez les espacements avant, et quand vous montrez un truc, quand vous livrez quelque chose, bah essayez de faire quelque chose qui au moins ait l'air fini. Vaut mieux limite que ça ait l'air fini et que ça le soit pas, que ça soit fini derrière et que finalement il manque que ça, parce que l'effet, si le client est pas forcément mature ou réceptif à ce genre de choses, sur le moral de la personne ou sur un projet, ça peut créer des tensions, et ça c'est déjà vu, hein, des tensions, parce qu'après quand tu expliques au client ouais mais en fait si c'est fini, c'est juste des espacements, lui te dit mais non, moi je paye des professionnels, enfin bref, vous voyez un peu là où je veux en venir. Donc voilà, c'est con les développeurs, mais gardez ça dans un coin de vos têtes, parce que quand vous vous retrouvez forcément un jour nez à nez avec un client ou dans une présentation et autres, et c'est des trucs qui peuvent un peu, si vous êtes du stéréotype développeur un peu coincé et qui ronchonne dans son coin parce qu'on critique son travail parce que son code est très très beau, ça va vous exaspérer, donc évitez-vous ça, évitez de vous tirer une balle dans le pied et mettez les espacements en fait. Rudy a donné la perspective d'un développeur ou de quelqu'un qui a la relation avec le client. Moi, je vais donner la perspective de designer. Évidemment, il y a une règle absolue en design qui est la règle de proximité, qui se base sur le fonctionnement de notre cerveau. Le cerveau humain va associer des éléments qui sont proches visuellement dans des groupes. Donc le problème, quand on fait par exemple des formulaires, c'est que si on n'utilise pas cette règle-là, on a un type comme ça où on peut réfléchir et comprendre que ok, tel label correspond à tel input. Le problème, c'est que ça demande de la réflexion. Alors qu'on peut très bien se baser sur cette règle de proximité. Le cerveau humain va faire tout seul les groupes, et sur le cas de droite, on voit bien que j'arrive très bien, sans difficulté, à associer tel label à tel input. Donc l'avantage UX, il se trouve là aussi. Maintenant, voilà, au niveau des impacts, on peut imaginer ce que ça peut donner.
des mauvaises couleurs, des mauvaises fontes, ça peut avoir un grand impact sur l'UX. J'ai pas vu, les valeurs, elles sont quand même pas bonnes là. Hein. Je peux développer. Mais par exemple, au niveau des couleurs, l'avantage c'est que si on a utilisé les styles des couleurs, le style de couleur et le style de texte, bon bah dans ce cas-là c'est moins lourd, je peux les changer rapidement. Après, si vous n'utilisez pas non plus ni les composants, ni les styles de couleur et de texte, là ça devient autre chose. Alors ça, si vous voulez foirer votre projet aussi en tant que designer, donc là je vais parler vraiment aux designers, et bon les développeurs ça va vous parler aussi, c'est ne faites pas de test en fait. En gros les designers se disent ok je dois produire un design, mais en fait vous devez tester. Alors en plus j'arrive à placer du chat GPT, ce qui est à la mode quand même maintenant, mais pour de vrai c'est sans connerie en fait, c'est que parce que le problème du designer, et même les développeurs ont ça aussi, c'est ah mais on n'a pas le vrai contenu etc pour faire notre truc. Bon, bah, vous pouvez essayer de réfléchir, mais vous n'avez pas forcément le temps de le produire. Bah, maintenant, avec ChatGPT, vous pouvez lui demander, si vous savez un minimum dans quoi est le corps de métier, vous lui demandez de vous pondre un texte machin qui correspond à peu près. On s'en fout que ce soit un texte définitif. À minima, en fait, ça va vous aider à avoir du vrai texte, parce que les designers qui font des trucs en lorem ipsum, alors c'est mieux qu'avec blablabla ou test, mais on sait que le lorem ipsum ça a ses limites, et aujourd'hui, bah, avec ChatGPT notamment, pour l'instant c'est gratuit, vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller chercher du texte qui s'approche de la réalité en fait, si le client n'est pas capable de vous les fournir. Donc, et c'est un moyen de tester en fait vos designs, c'est mettez du vrai contenu dans vos maquettes, dans vos wireframes, pour voir si ça tient et si ça fonctionne correctement. Ensuite, si je peux juste rebondir sur ce que tu as dit, en tant que designer, on peut très vite tomber dans le piège de bon bah ma maquette elle fonctionne comme ça, j'ai mis des vrais data entre guillemets avec des gens qui ont comme prénom Jean et comme nom Luc. Ouais. Donc super, ça passe. Et là il y a un malgache qui arrive et là mais c'est pas des vraies données en fait. Si tu t'appelles Jean-Édouard de la Villardière, bah c'est un peu plus compliqué. Pour ceux qui utilisent Figma, alors je sais pas comment c'est dans les autres, mais lancer le prototype, le nombre de designers qui nous disent ah, c'est bon j'ai fait la maquette etc, tu lances le prototype et en fait ça marche pas en mode prototype. Alors en mode prototype, pour ceux qui connaissent pas Figma, c'est juste que ça va lancer ça va séquencer, explique le mode prototype parce que je ne saurais pas l'expliquer. Je vais expliquer dans les termes simples. En gros, ça vous permet de simuler le fonctionnement de votre interface. Admettons que vous dites sur tel lien, quand je clique, ça me fait popper sur telle page. En mode prototype, vous pouvez définir ça. Vous pouvez définir des animations, ce genre de choses. Parce que du coup, moi, quand je dois aller chiffrer, quand le développeur doit intégrer et qu'il a les 100 écrans, mais sous Figma et qu'il doit scroller, naviguer, etc. Non, le mode prototype permet normalement de simuler, de voir tout le truc. Et ça a de la valeur en fait. Si vous passez du temps à faire ce genre de choses, à mettre des liens et d'ailleurs utiliser le mode prototype. Mais du coup, voilà, une manière de tester, en fait, c'est de lancer aussi le prototype. C'est le même truc que le développeur qui dit ah, c'est bon, j'ai push, j'ai terminé la feature. Et en fait, tu vois que le mec, il a même pas essayé de lancer sa machine parce que ça compile même pas en fait. Ça va simuler la navigation et on peut avec ça soulever des problématiques, etc. Mais essayez juste de le lancer en mode prototype et regardez si ça marche. Tester durant les développements aussi. Parce qu'en fait, en tant que designer, vous pensez souvent que votre projet, il s'arrête, votre rôle s'arrête quand en fait, vous avez fait vos maquettes, vous les envoyez, éventuellement vous passez à d'autres maquettes. Maintenant, en fait, allez voir quand les développeurs sont en train de développer, allez vérifier qu'ils intègrent bien ce que vous avez fait, qu'ils ont bien compris ce que vous avez fait, parce que vos maquettes ne sont pas parfaites, vous pouvez forcément avoir fait une erreur, le prototype peut ne pas forcément marcher, et du coup le développeur n'a pas forcément vu tel écran et a fait les choses différemment, donc allez contrôler, et aussi ça va vous donner du feedback sur si les développeurs font des choix différents de ce que vous avez prototypé. Allez voir, posez-vous la question de pourquoi en fait ils ont fait comme ça et allez leur poser la question en fait. Et donc allez tester ce que vous faites aussi pendant la phase de développement. Et dans la même logique, allez tester aussi le produit final. Pareil, c'est bien de faire des jolies maquettes, etc. Mais si vous voulez réussir le projet, il faut qu'il y ait des vrais utilisateurs et il faut que ça rapporte de l'argent, parce qu'on va pas se mentir. Hein. Donc à un moment donné, allez voir ce que ça donne en production si vous pouvez. Pour, pareil, ce que j'expliquais, avoir du feedback et voir en fait comment ça se passe avec des vraies data et peut-être vous rendre compte qu'il y a des cas que vous n'avez pas pensé, parce que de toute façon, aujourd'hui, un produit évolue et même les maquettes Figma ou whatever, on voit bien un peu comme le cycle de développement. En gros, on commence à développer, à développer les écrans, les maquettes sont pas finies, on continue à faire évoluer le produit et on peut avoir des maquettes qui ont 6 mois, 1 an et faire évoluer encore et encore. Donc allez voir ce que ça donne sur le produit final. Et aucune haine envers les développeurs, mais
mais parfois en tant que designer on se rend compte que quand c'est développé, il y a des choses qui sont un peu différentes, le texte il est pas de la même taille, la fonte change aussi. C'est aussi pour ça que c'est important de tester en tant que designer, c'est de revenir derrière et de dire ah mais attends là ça pose un problème parce que etc. Parce que le développeur il est tellement la tête dans le guidon qu'il peut parfois faire des choix pour aller un peu plus vite etc. Mais il se rend pas forcément compte des impacts que ça va avoir derrière. On va pouvoir conclure. Ouais. Donc globalement, ce qui est important de définir, c'est que déjà en tant que designer, notre travail ne s'arrête pas juste à créer des maquettes qui sont visuellement jolies. Comme je l'ai dit, et comme on le répète depuis le début de la conférence, le design, ça s'imbrique dans un projet qui va être développé, qui a un planning, qui a un budget. Et quand on est designer et qu'on fait des choix, faut pas juste penser ah bah tiens je vais faire ça parce que c'est joli. Il faut penser que derrière ça va avoir des impacts et que notre métier ne s'arrête pas juste à créer des belles maquettes. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a, vous avez vu les développeurs et les designers qui connaissent un peu le métier des développeurs, il y a vraiment de grosses similitudes dans les manières de travailler. Aujourd'hui, il y a du versionning, on utilise des composants, les choses évoluent régulièrement, on peut tester en live son propre design, comme on peut tester son développement, etc. Donc en fait, les designers rencontrent les mêmes problématiques que les développeurs. Et pour certains, c'est des problématiques dans le développement qu'on a rencontrées il y a déjà quelques années. Le versionning, ça fait un moment qu'on se bat avec ça. Maintenant, on est arrivé à des solutions assez matures. Je me souviens sur Sketch, je crois que pour avoir du versionning, il faut utiliser un plugin ou je sais plus trop quoi. Donc ouais, c'est des trucs comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'on vient expliquer ça aussi à des développeurs? Parce que c'est une conférence développeurs, il y a des designers, mais il y en a 3 dans la salle, le reste c'est des développeurs. Donc on vient expliquer ça à des développeurs aussi parce que en fait, c'est à vous aussi en tant que développeur de les accompagner sur ces sujets-là, parce que de la même manière que vous en tant que développeur, vous ne connaissez pas toutes les technos, tous les sujets, etc. Les designers, on est dans une industrie où c'est mouvant, en fait, les technologies, on vous a montré, elles évoluent régulièrement, les logiciels évoluent régulièrement, les normes évoluent régulièrement, donc forcément, personne n'a la science infuse et ne peut tout connaître, donc en tant que développeur, dans la mesure où on a des problématiques communes, allez essayer d'aider les designers à régler ces problématiques. Et ensuite, il y a un truc que moi je vois apparaître, pour les développeurs front ou développeurs back, il y a un truc qui est un peu, qui est une espèce de solution pour faire travailler les deux mondes du développement front et du développement back, c'est le contrat d'API. C'est pas parfait, mais c'est dur à bien respecter, mais ça reste c'est une tendance vers laquelle tout le monde essaye d'aller. Ça facilite les développements. En gros, un contrat d'API, c'est quoi? C'est une documentation qui dit voilà, mon endpoint, il va avoir tel nom, il va prendre tel paramètre, et ça va permettre au développeur front de dire ok, quand j'appelle l'API, je dois passer ça, et le développeur back, ok, le développeur front, je dois lui faire une API qui fait ça. Et ce qu'on appelle un contrat d'API. Et en fait, là, ce qu'on veut vous montrer, c'est que il y a un truc qui est en train d'émerger, c'est une espèce de contrat en fait entre les développeurs et les designers, parce que aujourd'hui, les développeurs front notamment travaillent de plus en plus avec les designers. Il y a même des designers qui sont développeurs front et inversement. C'est ce que lui il essaye de faire, et moi j'ai un de mes associés qui est très bon là-dedans et qui fait ça. Et on voit que ça facilite énormément les choses. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous bossez avec des designers qui n'ont pas toutes ces connaissances ou n'ont pas mis en place tous ces contrats-là, ce pseudo-contrat, allez leur expliquer gentiment, les orienter sur le fait que des choses comme ça existent, que ça serait peut-être bien que tu nous files les brand color, machin, etc. de cette manière-là s'il le fait pas naturellement. Si vous arrivez sur un projet et que finalement et qu'il n'y a pas ça, dites-le au PO ou whatever, dire attends, pourquoi on n'a pas ça, parce que c'est comme ça qu'on doit travailler si on veut dans la réussite du projet. C'est plutôt vers ces méthodologies-là qu'on doit aller. Après, là c'est notre manière de faire, il y a des trucs qui sont discutables, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'aujourd'hui on ne travaille plus en mode ok, le designer fait des maquettes, il nous fournit les maquettes et puis après on se démerde. Ça existe encore, mais généralement c'est des projets qui se passent mal, et aujourd'hui les projets ont besoin d'aller de plus en plus vite et les produits de sortir de plus en plus vite dès la phase de maquettage, donc c'est important d'avoir des processus de travail et des manières de travailler qui facilitent les choses en fait. Et en tant que designer, on a tous les outils en main aujourd'hui. J'ai parlé du système de composants, j'ai parlé de Flexbox, j'ai parlé des styles de texte et de couleurs. On a tous les outils en main pour vraiment simplifier toute la vie du projet, que ce soit nous pour nous aider nous dans notre design ou après parce que ça va être développé et que ça va être plus simple de récupérer telle info. On n'a pas d'excuse en fait pour pas faire ça. C'est juste super bénéfique pour le projet, et même si on ne fait pas ça comme on l'a vu, on risque de foirer son projet.
Et pour la communication entre les deux, que ce soit les designers ou les développeurs, pareil, dans la manière d'aborder les choses, si vous arrivez en disant voilà, il y a des choses comme ça qui existent, est-ce que tu penses pas que ça pourrait t'aider à répondre à ta problématique et aider à répondre à ma problématique aussi, plutôt qu'on se batte les uns les autres, ou bah voilà, c'est des choses, on vous encourage à travailler de cette manière parce qu'en fait, ça facilite, vous avez tous déjà travaillé sur des projets où les designers, les développeurs se battent, où on se bat avec le PO, où ah, c'est de la faute de machin, il y a eu des changements sur ça, je suis pas au courant, etc. Bah, en fait, ça y aura toujours. Même avec ces méthodes de travail-là, il y aura toujours. Mais par contre, c'est un moyen d'empêcher déjà un certain nombre de problèmes à la con qui peuvent être taclés en 2 secondes. Vous avez vu le truc des couleurs. Si tu as un truc qui te donne les couleurs hexadécimales directement et qu'après tu les intègres. Et de la même manière, si déjà le designer il a pensé composant, ça va inciter aussi le développeur à penser composants. Et pareil, en tant que designer, vous pouvez aller voir le développeur en disant bah regarde, moi je fais un système de composants, etc. Pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Ça fait gagner du temps en design. Donc sachant que généralement les temps de développement sont 10 fois plus, enfin c'est des chiffres que je sors au pif, mais généralement 10 fois plus importants que la phase de design. Bah, si ça fait gagner du temps en design, il y a de grandes chances que ça fasse gagner du temps en développement. Donc voilà, moi j'ai pas d'autres trucs à rajouter, je crois qu'on a encore un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Ouais. J'aurais fait la version de gauche à ce moment. Mais là, avec vraiment le fait qu'il y avait un point d'importance, genre, moi j'avais pas vu que c'était plus espacé, moins espacé, etc. Donc je trouve que c'est aussi au designer de pouvoir expliquer les petits points comme ça de son design et que je sais pas s'il y a des méthodes permettant de collaborer plus facilement avec ça, mais je pense que dans le cas de la communication, là-dedans, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les designers, à la différence des développeurs, parce que même s'il y a des reconvertis, etc., c'est tout le monde tout le monde pense un peu pareil en fait, vient en mode on veut coder, on doit faire un truc qui fonctionne, qui machin, etc. Dans le design, tu as des designers qui viennent du monde artistique en fait. Et je dis pas ça en mode péjoratif, c'est que du coup, eux, voilà, c'est pas forcément un truc qu'ils ont. Donc c'est soit toi tu vas l'aider, lui expliquer, voilà, on va travailler comme ça. Mais effectivement, tu as des designers qui sont pas du tout du monde artistique ou qui maintenant ont bien assimilé ça et qui vont expliquer la vie aux développeurs sans problème. Et moi, je fais pareil que toi. C'est ce que je qualifie de développeur back. En fait, c'est-à-dire que toi, tu fais un truc qui fonctionne. Le front, c'est pas ta cam. Tu peux en faire parce qu'il faut en faire et à un moment donné, on est obligé de tout faire. Mais globalement, les espacements et ces trucs-là, tu les vois même pas parce qu'en fait, quand tu es non mais c'est normal quand tu es en train alors je ne t'excuse pas, mais je veux dire c'est qu'à ce moment-là, quand tu es en train de faire des choses, tu peux pas penser à tout, tu peux pas penser au design. C'est pour ça qu'il y a des développeurs front, des développeurs back, des designers et tout un tas de métiers. C'est que la personne qui arrive à penser à tout en même temps, c'est pas possible en fait. Et donc, après à ce niveau-là, j'ai 2 arguments encore pour prêcher un peu Figma. Sur Figma, nous, nos développeurs utilisent le mode inspect et en gros, ça permet rapidement de voir que les informations CSS et aussi de voir rapidement les espacements. Donc ça, c'est un truc qui existe déjà sur Figma. Quand on appuie même sur Option ou sur Alt, on voit tous les espacements. Donc il y a ça qui existe. Et aussi, j'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps, mais il y a le nudge qu'on peut configurer. Donc je m'adresse surtout aux designers à ce niveau-là. Le nudge de base sur Figma, il est sur 10. Donc quand vous appuyez sur Maj et que vous baissez avec la flèche, votre élément bouge de 10 pixels. On peut le changer et le mettre sur 8. Pourquoi sur 8? Déjà, je pense que les développeurs ont commencé à comprendre. Par exemple, si vous utilisez des frameworks, Tailwind, CSS, etc., tout fonctionne sur une base de 8 espacements. Un espacement qu'on définit à medium, ce sera tel nombre de pixels qui sera un rapport de 8. Et du coup, penser comme ça en tant que designer, ça permet déjà que le développeur derrière, il se pose pas de questions, il sait que c'est des rapports de 8. En plus, avec Figma, il peut voir exactement ce que c'est, est-ce que c'est 24, est-ce que c'est 16, etc. Donc voilà. Et surtout, en fait, en tant que designer, vous faites pas que du joli en fait, parce qu'il y a la vanne de vous faites des crayons de couleur, du joli machin, etc. Et le développeur au pisser du code, mais dans la vraie vie, les designers, ils ont un vrai boulot, il y a une vraie réflexion, etc. Et le truc, c'est que l'aspect graphique, ça aide, parce qu'on se souvient tous, pour les plus anciens, du putain de cahier des charges doc avec pas en ligne, avec les différentes versions, etc., que personne ne lit. Donc les maquettes, c'est quand même hyper pratique parce que ça te transmet un certain nombre d'informations. Mais effectivement, il y a des informations qu'il faut mettre en annotation ou il faut aller simplement aller discuter. Ce qu'on a fait, nous, dans certains cas, c'est des audios aussi.
En fait, tu fais carrément, tu as le designer qui déroule le prototype et qui en même temps fait une vidéo et qui explique ses intentions et qui explique différentes choses parce que ça fait gagner du temps Mettre des à tout le post-it monde. sur les maquettes aussi, ça existe. Mais oui, comme tu dis, en gros, il y a des informations à faire passer. Des animations ou des fonctionnements, des patterns aussi qui sont pas visuels et on est obligé de les expliquer. Et même, c'est là où je pense que les designers, et notamment ceux qui viennent de l'artistique, il y a des choses pour eux, ça leur paraît tellement clair. Genre, mais là, j'ai pas utilisé le même rouge que là. Ouais. Et nous, à côté, genre, moi, j'ai pas vu la différence. Surtout, toi, t'as passé du temps sur la maquette à les avoir les unes à côté des autres, etc. Moi, j'ai pas fait la différence. Et j'ai mis le même truc, et d'un seul coup, il y a le designer qui tombe dessus et qui dit, t'as fait n'importe quoi. C'est un peu dur. Donc, du coup, des fois, je trouve que le côté artistique fait un peu élitiste et ne pense pas à suffisamment expliquer et argumenter en fait les choix. Et c'est vrai qu'il doit juste une audio, une petite description comme ça en audio sur pourquoi, comment. Mais t'as le même chez le développeur, hein, le développeur qui va te dire. Pour le micro, il faut mieux répéter un petit peu. Pardon. Du coup, tu disais que des fois, juste expliquer, prendre le temps d'expliquer, c'est ça, que le designer explique un peu plus aux développeurs, ça va se faciliter la chose, plutôt que le côté artistique qui dit t'as fait n'importe quoi, voilà. Mais t'as la même chez le développeur tu vas lui demander un truc, est-ce que c'est possible de faire ça ou comment tu fais ça, et le développeur qui va te dire non. Voilà, on le connaît. Donc c'est pour ça. Là, ce qu'on essaye de faire émerger avec cette conf, c'est aussi ce que j'insiste sur le côté un peu contrat en fait, parce que le contrat d'API, pour ceux qui ont essayé de développer du front et du back sans contrat d'API ou avant que tout ça arrive, vous vous souvenez un peu de la pénibilité. Et ça résout pas tout, mais ça résout déjà un certain nombre de choses, parce que c'est en gros, ok, là c'est un truc, c'est un cahier des charges, mais encore une fois, c'est pas le cahier des charges Word que personne ne lit, c'est un truc qui est utilisable et qui a un intérêt. Et de la même manière, en fait, voilà, apprendre, c'est pour ça que ces règles, en fait, il faut que les designers les connaissent et les développeurs les connaissent, et finalement, dans une équipe projet, il faut juste que les gens les connaissent et s'en rappellent et s'assurent que ce soit respecté ou en produisent des nouvelles. Hein. Elles sont pas forcément toutes ultra bonnes, mais en tout cas, faut se poser les bonnes questions. Et c'est encore un argument pour que les designers essaient de s'intéresser un petit peu au code, même si c'est simple, HTML, CSS, et les développeurs de s'intéresser un petit peu à l'UX, même si c'est pareil, c'est des trucs simples. Les deux métiers sont pas opposés, ils ont tout intérêt à collaborer et surtout en tant que designer on peut avoir intérêt à apprendre un petit peu de front et en tant que développeur on peut avoir intérêt à apprendre un petit peu de UX, même si c'est pas des trucs et vraiment, contrairement à il y a quelques années, les méthodologies de travail sont quand même de plus en plus similaires. Vraiment. C'est plus facile à apprendre. Moi, par exemple, vous mettez sur du Flexbox, je sais comment AutoLayout fonctionne. Bon, du coup, Flexbox, c'est la même chose. C'est moins compliqué pour moi. Voilà. On est dans la pause, je crois. Ok, on est dans la pause, à ça ? Ouais. Ok. On peut, je sais pas s'il y a d'autres questions. Ok. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.